Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes en direct et nous sommes le mercredi 6 avril. Pendant 60 minutes, vous le savez, nous allons essayer de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. Nous le faisons pour vous et avec vous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vos réactions et vos questions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui nous ont rejoints sur le plateau. Zakaria Fahim, vous êtes président de Hub Africa. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Vous avez d'autres casquettes, mais je vais vous me la présenter tout à l'heure, bien sûr. Papa Landing Mané, vous êtes directeur général de LQT Consulting et vous êtes dauphin du CJD International. Merci d'être avec nous. Et enfin, Ali Ngei, président de NGE Impact. De tous les continents, l'Afrique est résolument celui qui bouge le plus rapidement et son émergence économique est au centre de nombreux débats passionnés. Mais une des conditions, parmi tant d'autres, d'un réel envol dans le futur est de favoriser l'innovation, la création intrinsèque de richesses et ce, à travers l'entreprise. Demain et après-demain se tiendra à Casablanca la 4e édition du Hub Africa, première plateforme dédiée aux investisseurs et aux entreprises en Afrique, sous le thème cette année de l'entrepreneuriat en Afrique. Quel état des lieux de l'entreprise en Afrique? Quels sont les leviers à activer pour encourager et soutenir l'entrepreneuriat? Comment améliorer le climat des affaires? Comment accroître l'attractivité des marchés africains? Et enfin, quel rôle du Maroc dans la coopération Sud-Sud, Afrique? Un nouveau statut pour l'entrepreneuriat, c'est le titre de l'émission de ce soir. Hub Africa, la première plateforme dédiée aux investisseurs et aux entreprises en Afrique. Pour sa 4e édition, l'événement s'intéresse à l'entrepreneuriat comme accélérateur de l'émergence économique du continent. 100 exposants et 5000 dirigeants sont attendus selon les organisateurs. Ils sont notamment des acteurs économiques, des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, des banquiers et des experts. Cette année, le Sénégal est le pays d'honneur. Plusieurs partenariats seront annoncés à travers cette plateforme d'échange. Au menu de Hub Africa 2016, le partenariat triangulaire Maroc-Afrique-Europe et la coopération Sud-Sud. Cette année, la Banque africaine de développement est sollicitée pour apporter son soutien aux très petites entreprises marocaines. La BAD devrait proposer un accompagnement global intégrant un volet financier. Selon l'Institut de recherche en économie contemporaine, plus de 80% des PME africaines font face à des contraintes de financement importantes. C'est d'ailleurs le principal obstacle au développement des PME en Afrique subsaharienne. En revanche, le développement des institutions a des effets positifs sur l'accès au financement pour les petites entreprises. Selon la Banque mondiale, il faut réduire les coûts de transport et de distribution d'énergie, éliminer les barrières commerciales et rendre le marché du travail plus souple. Toujours selon la même source, l'Afrique est le continent qui attire le plus d'investisseurs après l'Amérique du Nord. Le continent a d'ailleurs attiré en 2014 un montant record d'investissements directs étrangers. Il s'est fixé à 60 milliards de dollars, soit 5 fois plus qu'en 2000. Parmi les secteurs qui ont le vent en poupe sur le continent, le tourisme, le secteur minier et l'agriculture. Ce secteur emploie entre 60 et 70% de la population active africaine, mais représente à peine 20% de la valeur ajoutée globale. L'agriculture est donc à stimuler, d'après la Banque mondiale. 2 milliards d'âmes, ce sera la population de l'Afrique d'ici 2040, avec une arrivée quasiment chaque année de plus de 10 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Autant dire que la problématique de l'entrepreneuriat est au centre de l'essor économique en Afrique. Zakaria Fahim, avant qu'on aille justement... Alors toutes les questions que j'ai posées en introduction, je ne sais pas si 60 minutes suffiront, mais pour tracer tous les contours de l'essor économique de l'Afrique. Dans un premier temps, Hub Africa, qui commence demain, c'est la 4e édition. Est-ce que vous pouvez nous tracer le contour de ce rendez-vous et quels objectifs sont derrière ce rendez-vous? Donc, effectivement, comme ça a été rappelé, donc on se positionne comme étant une plateforme des investisseurs et des entrepreneurs africains, se positionner comme étant le hub pour tout ce qui est problématique de l'entrepreneuriat, rester et continuer à être des aiguillons, des agitateurs vis-à-vis du politique, puisqu'on a été à l'initiative d'auto-entrepreneurs. On a poussé et on a eu la chance d'être aussi accompagné pour la loi sur le crowdfunding. Donc, l'idée, c'est créer un écosystème où nous allons, grâce notamment à cette 4e édition où nous sommes en partenariat public-privé, donc apporter le meilleur de demande, le privé, l'agilité du privé,
le côté institutionnel donc du public pour pouvoir mieux servir les entrepreneurs. Et notre cible à nous, c'est vraiment la PME et les jeunes. Et on a vu cette année, par exemple, le Maroc Export a accompagné 40% des gens qui l'accompagnent étaient des primo-exportateurs. Donc il y a un vrai engouement pour aller sur l'international. Et pour réussir ce challenge, il faut qu'on ait une plateforme qui puisse servir ces entrepreneurs. Donc on va mettre en place aussi des outils d'intelligence économique, puisqu'on se rend compte que l'Afrique, c'est d'abord les Afriques. Donc il y a une grande diversité exactement des pays. Et malheureusement, nos PME ne sont pas suffisamment armés. Nous voulons aussi démontrer que le Maroc peut justifier sa position de locomotive, de hub, effectivement. On l'a vu, on est passé premier sur le hub financier devant Johannesburg, c'était du jamais vu. On est passé premier investisseur sur la Côte d'Ivoire devant la France dans son dernier carré, donc c'était inimaginable il y a encore quelques années. Donc l'idée, c'est de dire, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Nous ne pouvons pas le faire sans les PME, donc c'est un peu l'objectif et l'ambition donc de Hub Africa. C'est demain, quand on dira Hub Africa, on pensera un peu comme Apple, pas à la pomme, mais aux entrepreneurs. Papa Landing Mané, par rapport à cet événement, justement, le fait que ça se passe ici, à Casablanca, poumon économique du Maroc, c'est important d'avoir un événement qui permette de fédérer, je vais prendre des termes qui sont extrêmement utilisés, de libérer les énergies ou tout au moins essayer de les canaliser. Oui. En fait, il faut comprendre que le hub, au-delà de que ça se passe à Casa, c'est un point de rencontre des entrepreneurs africains. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs entrepreneurs qui viennent de plusieurs pays, qui viennent ici non seulement pour échanger, mais aussi pour réfléchir sur la problématique de l'entrepreneuriat. Ce qu'on va essayer de faire, c'est voir quelles sont les possibilités de travailler en synergie entre les entrepreneurs du Maroc ou des autres pays du Maghreb et les entrepreneurs de l'Afrique subsaharienne. Donc ce hub va nous permettre aujourd'hui de pouvoir travailler de façon converger pour pouvoir essayer de développer cette Afrique dont tout le monde chante, l'Afrique émergente. Oui. Tout le monde en parle. Et l'Afrique est dans le viseur de beaucoup de pays à l'étranger. Le challenge est justement de voir dans quelle mesure la coopération Sud-Sud peut prendre sa place à ce niveau-là. Alioune Gueye, par rapport à ce forum aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en attend? Je vous posais la question de ce qui s'est passé quand même pour les 3 éditions précédentes. Qu'est-ce qui en est ressorti? Je pense que, pour venir d'abord sur comment on est dans l'introduction, je pense que le continent aujourd'hui aborde une phase particulière qui est celle de la transformation structurelle. Parce que jusqu'à présent, quand on regarde le continent, c'est simplement des ressources de son sous-sol, des ressources minières sans transformation. Deuxième point, c'est l'accélération de l'urbanisation, qui pose des problématiques tout à fait inédites auxquelles on n'a jamais été confronté. C'est une classe moyenne qui va croissant, c'est 300 millions de consommateurs aujourd'hui. Mais la grosse question, le nœud gordien, c'est vraiment cette jeunesse-là. Il faut aujourd'hui 29 millions d'emplois chaque année pour les jeunes. Ça doit empêcher nos dirigeants de dormir, parce que c'est vraiment la vraie problématique. Alors, très simplement, il faut que l'on sache que, et c'est le bon sens, ce sont les entreprises qui créent les emplois, et ce sont les entrepreneurs qui créent les entreprises. Ce ne sont pas les gouvernements. Les gouvernements sont là pour assurer un écosystème, la régulation, l'attractivité. Mais la création des emplois, le héros invisible, c'est l'entrepreneur. Et il faut absolument qu'on lui donne sa place pour qu'il puisse justement remplir cette mission-là. Alors ce forum-là, ça va quand même être l'occasion de quoi? D'avoir une espèce de, pas de cartographie, mais de faire remonter de l'information par rapport à l'entreprise en Afrique. C'est très vaste, vous l'avez dit, c'est les Afriques. Si on devait aujourd'hui parler de l'entrepreneuriat en Afrique, comment on le définit aujourd'hui? Il est facile? Il est difficile? Il est fastidieux? Il est bon? Il n'est pas bon? Il est innovant? Il n'est pas innovant? Je pense qu'il y a des études qui démontrent que il y a plus de proximité entre un entrepreneur africain et américain qu'entre un entrepreneur africain et un ouvrier d'un autre pays. C'est-à-dire que le fait d'avoir la même problématique, de se réveiller le matin et dire où sont mes clients, comment je vais faire. Donc c'est clair que quand vous êtes dans des pays, comme on a dit, qui sont en pleine transformation, et on est aussi dans les Afriques avec la bureaucratie, avec la corruption, donc il y a tous les ingrédients pour rendre cette tâche très difficile. Mais en même temps, beaucoup d'entrepreneurs ne changeraient jamais leur métier pour tout l'or du monde. Donc c'est vraiment un très beau métier. Donc nous, ce qu'on dit dans ce hub, c'est que le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui s'apprend. Donc quand on vient à Hub Africa, c'est
partager des convictions, mais c'est aussi faire du business. Faut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, notre vocation, c'est vraiment être au service des PME, des jeunes. On peut aller jusqu'au ETI, c'est ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, mais vraiment notre cœur, c'est la PME, c'est 95% du tissu. En Afrique subsaharienne, on dit qu'il y a à peu près entre 80 et 90% dans l'informel. Au Maroc, on dit entre 30 et 40. Donc notre vocation aussi, c'est comment donner envie à ces gens de sortir de l'informel vers le formel, et surtout permettre aux institutionnels, au public, de venir vers les entreprises qui ne viennent pas vers eux, pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut faire sa première opération à l'international grâce à Maroc Export gratuitement. Les gens ne le savent pas. Alors, quel est le centre marocain de promotion des exportations? Exactement, qu'on peut aujourd'hui, si on est une PME, on veut céder son entreprise, on peut avoir aujourd'hui des garanties jusqu'à 60%, allant jusqu'à 10 millions et 60% par la caisse de garantie. Donc il y a des mécanismes, les gens ne le savent pas. Donc notre vocation, c'est donner de l'information, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'information c'est le nez de la guerre pour les entrepreneurs, mais aussi permettre, puisqu'il faut être pragmatique, d'avoir des formations boîte à outils, puisqu'on fait des formations de 45 minutes plug and play, et puis surtout du business. On a maintenant développé des B2B avec une volonté, c'est pour ça qu'on dit qu'on est une plateforme permanente, avec une volonté de les accompagner dans la durée, parce que les outils digitaux que nous sommes en train de monter tout doucement, notamment avec le partenaire de Maroc Export, vont servir les PME au-delà des 2 jours, puisque pour nous, les 2 jours, c'est un peu comme la partie immergée de l'iceberg. C'est le côté visible où on va faire la fête, on va dire, effectivement, il faut réhabiliter l'entrepreneur, il faut nous écouter. Nous sommes aujourd'hui l'avenir du continent. Et en parallèle, il faut l'assumer. Et derrière, travaillons ensemble, construisons, comme il a dit tout à l'heure, Pape, des jonctions, de la synergie, pour qu'on puisse aussi être crédible devant nos partenaires, parce qu'on va inviter aussi une centaine d'entreprises qui viennent d'Europe. Et nous pensons que si on veut prendre le meilleur des Européens, il faut déjà être fort, il faut savoir ce qu'on veut. Et je pense que par ce type de rencontre, on peut faire émerger de la valeur ajoutée, de la bonne valeur, et donner envie à des gens de créer. Vous avez dit qu'est-ce qu'on a retenu des autres éditions, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises, donc on n'a pas encore des statistiques mais on a compté au moins 30 qui ont créé, pour certains qui n'avaient pas créé, on a à peu près 20-25 qui ont développé du business, et puis à peu près une centaine qui ont eu des bons contacts, des touches, parce qu'il ne faut pas oublier, dans le business, c'est pas le loto, ou c'est pas on tire et on gagne un numéro, donc on vient, mais même ceux qui n'ont pas fait de business, ils ont appris quelque chose et reviennent l'année suivante, parce qu'effectivement, c'est un moment très, très fort de se connecter, de se libérer, puis se dire, je ne suis pas le seul fou à créer mon entreprise dans un environnement difficile. Alors, est-ce qu'il faut être fou pour créer une entreprise aujourd'hui en Afrique? Je rebondis là-dessus pour dire aujourd'hui, quels sont les principaux freins? Vous l'avez dit, il faut créer des entreprises, il faut qu'il y ait un environnement qui soit favorable. Mais aujourd'hui, quels sont les principaux freins à l'entrepreneuriat dans l'Afrique, de manière globale? On pourra faire des comparaisons avec le Maroc. On a parlé d'auto-entrepreneuriat, on a parlé de l'informel qui pèse énormément, que ce soit au Maroc, que ce soit dans d'autres pays. Quels sont ces freins? Bon, les freins, il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, le principal frein de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est le financement. Beaucoup d'entrepreneurs se trouvent dans des difficultés à trouver le financement pour pouvoir... Ça, tous les entrepreneurs vous le diront. Et à chaque fois que j'ai des banquiers sur le plateau, ils disent « Ah, mais c'est tout le temps le même cas ». Ils nous disent « On n'a pas de projet à financer ». Donc c'est souvent le serpent qui se mord la queue. Ouais, effectivement, souvent, j'entends même des politiques qui commencent à dire qu'il n'y a pas beaucoup de projets à financer. Moi, je pense que c'est pas juste, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui ont des projets. Mais souvent, ils se retrouvent dans des possibilités, on leur demande beaucoup de garanties pour pouvoir financer. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas démarrer quelque chose avec des garanties. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui aux autorités bancaires, aux autorités du monde finance et des politiques, c'est d'essayer de mettre en place une politique claire pour essayer d'aider ces jeunes à retrouver le financement sans pour autant qu'il y ait beaucoup de garanties. Ça, c'est un point fondamental. Nous, dans nos sociétés, le deuxième frein aussi, c'est un frein social. Un frein social parce que tout simplement, quand on est jeune et qu'on veut entreprendre, il y a la famille qui commence à dire non, ce qu'il faut faire, c'est aller dans l'entreprise, trouver un emploi, et trouver un emploi avant de commencer à financer. Mais si tout le monde doit se retrouver à chercher un emploi, qui va entreprendre et qui va donner de l'emploi? Tout à l'heure, on l'a bien dit, pour qu'il y ait des emplois, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Donc si
la famille commence à te mettre la pression pour que tu n'ailles pas créer une entreprise. Qui va créer des entreprises pour que tu te retrouves employé? Ça, c'est un point fondamental. Ça c'est un point culturel de... On a peur du risque? On a peur du risque. On a peur du risque parce que tout simplement, les gens se disent l'emploi, disons, les moyens les plus faciles d'avoir de l'argent, c'est de trouver un emploi fixe dans une grande entreprise. Une grande entreprise, surtout une multinationale. L'image des entrepreneurs n'est pas là. C'est qu'on confond souvent Mouchkara et l'entrepreneur. Et donc, il faut... Enfin, ça chez nous. Je pense même chez eux, les rentiers, donc la situation de rente. Et c'est ça qu'il faut casser. Oui, c'est ça qu'il faut casser. Et donc, c'est un problème social qui pèse très lourd. Et le deuxième point, qui devient un frein, c'est la propriété. Donc c'est très difficile. Aujourd'hui, on n'a pas un cadre politique qui permet aujourd'hui aux entrepreneurs d'avoir un bien, que ce soit un bien terrestre, qui peut leur permettre aussi d'avoir cette garantie de financement, etc. Donc il faudrait qu'on travaille essentiellement pour essayer de mettre en place. Et enfin, l'un des freins principaux qu'on se retrouve dans nos pays, c'est les avantages fiscaux. Il n'y a pas d'avantage réellement sur la fiscalité. Moi, je me bats toujours pour dire, OK, c'est bien de demander aux jeunes d'entreprendre, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on essaie de mettre en place un cadre qui va permettre au moins sur les 3 prochaines années, quand on crée une entreprise, d'avoir des avantages, de ne pas payer une fiscalité. Et ça permet à l'État de pouvoir gagner beaucoup d'argent parce qu'une entreprise qui est bien solide va payer beaucoup plus d'impôts que d'essayer de prendre des impôts de petites entreprises où, en fin de compte, ça ne fait pas une grande assiette fiscale. Donc ce sont les principaux points... Sans compter l'évasion et la fraude fiscale, dont on parle beaucoup en ce moment. Cette fraude et l'évasion fiscale, ce qui le fait, ce sont les grandes entreprises. Ce n'est pas la PME. La PME ne peut pas se retrouver dans une évasion fiscale, ça c'est clair. Mais pour compléter, je pense que moi j'ai toujours... le financement est un vrai faux sujet. C'est-à-dire que très souvent, ce n'est pas à l'amorçage. Facebook a démarré avec 2500 $. Il n'a pas démarré avec des millions. Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot « donner de l'air ». Donc, il faut effectivement donner de l'air, permettre à un jeune... Et moi, je dis, quand vous avez... C'est pour ça que le statut d'auto-entrepreneur, je pense qu'on a aujourd'hui un pied des deux. Il nous manque aujourd'hui la couverture sociale, il nous manque aujourd'hui l'incentive, comment industrialiser. Donc, moi, je prône aujourd'hui l'utilisation du mobile paiement et la retenue à la source. Parce que, je pense que vous le savez, 85% de l'impôt sur le revenu est payé par les salariés. Donc, si on veut aider des gens à sortir de l'informel, qui ont souvent des revenus très cycliques, il faut leur mettre des mécanismes qui rendent aujourd'hui la captation ou de la couverture sociale ou des impôts le plus indolore. Et le système de retenue à la source, pour moi, est celui qui rendra le côté obligatoire opérationnel. Parce que souvent on dit, ouais, c'est obligatoire, mais rien ne rend ça opérationnel. Et au bout d'1 an, 2 ans, ils l'ont fait pour les indépendants, ils ont arrêté, puisque les gens ne pouvaient pas rassembler les 2000, 3000, 4000 dirhams à la fin de l'année. Donc, je pense qu'on ne peut pas développer des modèles de rupture en continuant à réfléchir à l'ancienne. Donc, il faut jeter à la poubelle un peu notre réflexion et travailler différemment. Et je pense que c'est une des vocations de Hub Africa, c'est démontrer qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à regarder le rétroviseur et qu'il faut oser. Le crowdfunding, quand on parle du financement, et même la propriété, aujourd'hui, il y a tellement de modèles, on n'a pas besoin de propriété. Il faut faciliter la location, faciliter aujourd'hui et garder ces ressources pour le business. Mais en Europe, aux États-Unis, c'est ça. Alors, on va y arriver parce qu'il y a ces différents points. Ça nous permettra aussi de parler de ce qui se passe au Maroc, qui est en Afrique, je le rappelle, parce qu'encore une fois, on a dit les Afriques. Il y a beaucoup de gens encore qui oublient que le Maroc est en Afrique. Alioune Gueye, alors on a parlé de la fiscalité, on a parlé du financement, et tout à l'heure, Zakaria Fahim disait que finalement, se lever le matin et puis devoir aller. Et à un moment, on est entrepreneur par défaut lorsqu'on parle de ces gens dans l'informel. Est-ce qu'il y a quand même un atout de cette jeunesse qu'il faut exploiter, qu'il faut encourager? C'est ce côté marche ou crève, hein, c'est un peu ça, finalement, c'est ça qu'il faut exploiter pour créer de l'entreprise? C'est pour ça qu'on parlait des Afriques. Je pense que quand on regarde cette mosaïque Afrique, on voit quand même qu'il y a une grande différence entre l'Afrique francophone et anglophone. L'Afrique francophone est plus administrative, centralisée, alors que l'Afrique anglophone, du fait de son héritage, est plus, j'allais dire, business-oriented. Et forcément, donc, on a, de ce point de vue, un ensemble d'avantages. Mais je crois que l'un des points aussi, je pense, qui manque, c'est qu'il n'y a pas une masse critique de role models. Je crois que c'est aussi important qu'un gamin à l'école puisse se dire « j'ai envie d'être comme », j'ai envie d'être comme. Et comme le secteur est encore très faible, très ténu dans nos espaces, je pense que, et
je dirais, l'entrepreneuriat n'a pas droit de cité à l'école, finalement, vous demandez à un gamin, il veut être pompier ou il veut faire des ressources humaines, il veut de la finance. Tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, il faut absolument qu'on ouvre le spectre des possibles et que entrepreneur, c'est possible aussi. Donc, je crois qu'il faut qu'on le mette dans la liste des choix possibles. Et ça, je crois qu'il y a un point. Le troisième point, je trouve également qui est important, c'est la dimension exposure. C'est le fait d'être exposé à d'autres façons de faire. Parce qu'on a un proverbe au Sénégal qui dit si tu ne vas pas à l'école, voyage. Parce que c'est une autre école également. Et forcément, on commence à comparer, on commence à avoir, je dirais, un ensemble de différences. Mais pour revenir sur ces freins, je pense qu'également, il y a d'autres, on en parlait tout à l'heure, c'est que déjà, il y a un ensemble de coûts structurels qui font qu'aujourd'hui, si vous devez faire un Dakar-Bamako ou un Casablanca-Nairobi, mais avec ce budget-là, de 2 vols, vous pourrez faire 20 vols en Asie du Sud-Est. Donc déjà, vous êtes handicapé. Quand vous n'avez pas la disponibilité, la performance des réseaux de télécommunications, l'accès au coût, quand je regarde encore l'abonnement, on voyage beaucoup dans les pays de la sous-région, et qu'on regarde le coût de l'hôtellerie, le coût d'Internet, etc., et on voit le paradoxe, parce que quand on voit ces Africains qui sont au MIT, qui sont en Europe, entreprendre pour eux, c'est comme couper du beurre. Parce qu'ils ne connaissent que les difficultés. Et où chaque jour, il faut inventer l'avenir. Donc quand on leur met des espaces de coworking, on leur met de la fibre optique, des télécommunications à haut débit, mais bien là, ils peuvent libérer justement leurs énergies et tout leur talent. Donc je pense qu'il y a un ensemble de handicaps que l'on vit. Ce n'est que la massification, avoir une masse critique d'entrepreneurs qui va faire entendre leur voix. Et il faudrait qu'ils se mettent debout, le fameux mouvement qui commence à se développer aujourd'hui en France, debout toute la nuit. Et quand on verra à quel point ils sont nombreux, peut-être on commencera à les écouter un peu plus. Alors, les groupes, quand on disait tout à l'heure que l'Afrique était lorgnée, bien sûr, par des grands groupes et les multinationales qui, bien sûr, raisonnent en business et se dire... Ils s'implantent. On voit quand même, il y a quand même des grands cabinets d'audit qui ont constaté que les grands groupes reculaient en termes de part de marché par l'émergence de groupes nationaux en Afrique. Ça, c'est un bon signe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus Est-ce qu'on peut s'attendre à ne plus avoir d'hégémonie de ces grandes multinationales? On va voir, dans certains pays, il y a des mesures qui ont été mises en place, soit pousser le protectionnisme à l'extrême comme en Éthiopie, ou avoir des... Voilà, quels sont les mécanismes aujourd'hui qui font que, est-ce qu'il faut vraiment qu'on attire les investissements étrangers? Est-ce qu'il faut qu'on les canalise pour ne pas phagocyter justement toutes les énergies locales? Je pense que la concurrence, quand elle est saine, c'est le meilleur vecteur pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant quelques années, beaucoup de grands groupes considéraient un peu l'Afrique comme un peu trop dangereuse, les Afriques. Et certains, notamment du côté anglo-saxon, ont préféré se redéployer en Asie. Donc le temps que l'Afrique, elle, s'est prise en main, quand vous regardez aujourd'hui le Maroc, qui a très longtemps considéré que son continent était un marché naturel et qu'il fallait y aller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des positions par rapport dans les marchés francophones où les Français... Et c'est allé très vite. Voilà, et maintenant on a l'impression que ça allait très vite, mais ça a mis 30 ans. Oui. Mais effectivement, il fallait être patient. Et puis quand vous arrivez, que les autres disent, bon non, c'est pas grave, nous les Européens, on peut le laisser, c'est un peu comme le lièvre et la tortue, on va quand même arriver. Et puis on s'est rendu compte que la tortue peut gagner. Donc je pense que c'est cette façon de faire, de dire... On peut le faire, on va être patient, on va travailler, continuer à travailler, parce que le talent, c'est 90% de travail. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont ouvert des portes, qui ont été pionniers. Maintenant, ce qu'il faut, c'est maintenir la cadence et donner envie aux jeunes qui arrivent, qui sont souvent génération un peu McDonald's, qui veulent tout de suite, leur apprendre que même quand on est dans l'ère du tweet et de Facebook, on ne construit pas le monde en 10 jours. Donc, il va falloir... réapprendre à apprécier, se lever le matin, travailler, avoir le contact des choses et de ne pas être toujours dans le virtuel. Je pense que le vrai challenge, c'est on est dans une génération. Donc moi, j'ai toujours, on a dans le pays comme le Maroc que je connais très bien, on a toute une génération d'entrepreneurs qui est en train d'arriver à bout. C'est les entreprises familiales qui ont démarré dans les années 70.
Et beaucoup de leurs enfants ne peuvent pas reprendre le flambeau parce qu'ils veulent aller dans des choses plus clean, plus service, ou parce que l'industrie, c'est pas leur truc. Et quelque chose qui était peut-être de moins en moins vrai aujourd'hui, mais qui reste quelque chose que l'orne, c'est qu'avant, il était plus facile de gagner de l'argent couché que debout. Donc l'immobilier, la spéculation. Toute l'intermédiation. Voilà. Et maintenant, la non-création de valeur. Voilà. Et surtout quand il y avait du terrain, on avait beaucoup de gens qui disaient attends, je vais virer les ouvriers et puis je vais vendre le terrain et ça va me permettre de faire autre chose. Et ça, je pense que c'est un des vrais, un danger qu'on ne voit pas, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui meurent tout doucement. Vous savez, c'est comme on dit, si vous mettez une grenouille dans de l'eau chaude et vous la bouillez doucement, elle ne voit pas l'eau. Et je pense, moi j'ai souvent dit aux politiques, attention, dans les entreprises familiales, nous avons tout un pan qui est en train de disparaître doucement, mais qu'on ne voit pas, parce qu'effectivement, c'est souvent des PME qui n'ont pas cette visibilité que peuvent avoir des très grands groupes, mais qui étaient à 100 qui deviennent 30, qui étaient à 2000 qui deviennent 300. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a un vrai challenge, c'est protéger ce passage de relais. Et là, il y a des mécanismes que l'État, donc notamment j'ai parlé des business angels, donc il y a un ensemble de choses que le Maroc doit mettre en place. Alors on va arriver au mécanisme qui serait à mettre en place. Je reviens juste sur le protectionnisme. Je prends le cas de l'Éthiopie parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On avait vraiment un protectionnisme qui était vraiment assez drastique, où il n'y a même pas un McDonald's en Éthiopie, et ça a permis l'émergence de Ethiopian Airlines par exemple, où on voit que ça a poussé en interne à créer finalement. Est-ce qu'aujourd'hui il faut aller vers des choses comme ça? Est-ce qu'il faut? Alors on est à l'ère de la mondialisation, on est en train tout le temps en train d'essayer d'être attractif, de créer des pôles d'attractivité, d'amener l'argent de l'étranger. Mais est-ce que c'est finalement la bonne solution sans le contrôler, aller à tout prix, sans aller vers un protectionnisme qui soit total? Quand on prend un cas comme celui de l'Éthiopie, c'est d'abord un pays qui n'a pas été colonisé. Deuxième élément, c'est un pays qui a connu pendant toute son histoire un leadership assez fort, pour ne pas parler de dictature. Parce que, donc du coup, vous savez, vous avez un parlement dans lequel il y a une opposition, les meetings sont interdits, il n'y a pas de syndicats, le protectionnisme y est exacerbé, et il y a un vrai patriotisme économique. Il n'y a pas une marque étrangère, et pourtant, combien d'opérateurs se sont bousculés pour ils ont fait des d'entrée offres dans les télécoms alléchantes, gros tickets d'entrée. Mais ils ont décidé, je dirais, de monter l'échelle, j'allais dire sans échelle. Mais je crois que c'est là le pragmatisme. J'étais il y a quelque temps en Éthiopie, donc c'est pour ça que je partage avec vous. Et le ministre Okube, qui a un ouvrage très connu qui s'appelle Made in Africa, disait que quand on a observé à côté le Kenya qui exportait et qui faisait tellement de ressources et de devises sur l'exportation de fleurs, mais on a décidé il y a à peine 8 ans. Aujourd'hui, c'est $1 milliard que la vente des fleurs rapporte au Kenya, avec tous les effets d'entraînement, parce qu'il a fallu du coup investir, vous parlez d'Ethiopian Airlines, des avions cargo pour pouvoir faire face à la demande, etc. Le deuxième point, c'est un point qui est important également, c'est la dimension intrusion, les modes de nomination. Le mode de nomination aux fonctions de responsabilité est une question cruciale. Même pendant la pire période de Mengistu Haile Mariam, qui n'était pas un tendre, chacun le sait, il n'a jamais eu à décider qui était le patron de Ethiopian Airlines. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Ethiopian est une des meilleures compagnies africaines, a racheté, je dirais, à Sky, et est en train de développer vraiment un maillage qui lui permet de se développer à force, je veux dire, mais par contre, ce qui est particulier dans ce modèle, c'est que, on parlait tout à l'heure de partenariat public-privé, c'est que l'État a accepté, dans ces partenariats-là, que le retour sur investissement s'inscrive dans la très longue durée. Aujourd'hui, vous avez un métro qui traverse la ville d'Addis Abeba. Vous allez la traverser de bout en bout, ça ne vous coûtera pas 2 dirhams. Vous avez des autoroutes à 6 voies qui ne vous coûteront pas 10 dirhams. Le maximum que vous puissiez payer en termes d'électricité, c'est 20 € par mois, avec tout l'équipement qu'on peut imaginer. Donc ça veut dire que la population arrive à vivre, et je dirais, en l'espace de 15 ans, l'Éthiopie a sorti de la pauvreté 20 millions de personnes. C'est une masse critique quand même relativement importante. Quand la Chine délocalise en Éthiopie, c'est qu'il se passe quelque chose.
un modèle comme celui-ci, il n'est pas transférable, parce que chaque pays a son histoire, son vécu. Je veux dire, un modèle comme ça de fonctionnement au Sénégal ne tiendrait pas une semaine. Aucun gouvernement ne pourrait le tenir. Nous avons des syndicats très puissants, particulièrement versatiles. Donc je pense qu'il faut effectivement, je dirais, un alliage de l'histoire quand même, de l'espace dans lequel on est, mais avec une claire conscience de ce que l'on veut. Et une claire conscience de ce que l'on veut, c'est le mode de nomination des dirigeants, pour avoir les bons dirigeants, qui soient business-oriented, si en tout cas on veut ça. Tous ces pays se sont dotés de plans émergence dans un budget temps, je dirais de 10, 15, 20 ans, et également de s'insérer dans des chaînes de valeur pour pouvoir, je dirais, s'agripper, s'arrimer à la mondialisation. Alors, on reviendra bien sûr sur les moyens à mettre en œuvre. On parlera aussi des infrastructures. Depuis tout à l'heure, on parle des liaisons aériennes, mais il faut bien amorcer une boucle vertueuse, parce que sans infrastructure, on peut souvent, on gèle un peu tous les rapports, mais une fois que c'est amorcé, ça peut aider à financer d'autres infrastructures. On en parle juste après la pause. Que faire pour encourager, développer l'entrepreneuriat en Afrique? C'est le propos de l'émission de ce soir dans 60 minutes pour comprendre, si vous venez de nous rejoindre à l'occasion de Hub Africa qui commence, je le rappelle, demain et qui dure donc 2 jours, demain et après-demain. En termes d'environnement, on parlera bien sûr des infrastructures, mais j'y arriverai juste après. En termes de création d'entreprises, l'environnement des affaires, le climat des affaires est extrêmement important. C'est quand même quelque chose qui pour les investissements étrangers, mais en même temps, on oublie. On a tout le temps tendance à parler du climat des affaires en ayant peur que ça empêche les investisseurs étrangers de venir, mais on a souvent tendance à oublier que le climat des affaires, c'est souvent pour les entreprises locales et pour la création d'entreprises. Le climat des affaires, c'est quelque chose qui est en Afrique, c'est une problématique qui est commune, qu'on retrouve dans tous les pays africains? Oui, le climat des affaires, c'est une problématique commune qu'on retrouve dans plusieurs pays africains. Dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, essentiellement, moi, le climat me pose un problème parce qu'effectivement, pour nos gouvernants, quand on parle de problématique de climat des affaires, c'est pour attirer des capitaux étrangers. Oui. C'est bien d'attirer des capitaux étrangers, mais le plus souvent, on oublie les nationaux. Et quand on oublie les nationaux, en fin de compte, on va se retrouver à quoi? On va créer de la richesse qui sera exportée. Et finalement, il n'y aura aucune richesse qui reste dans le pays. Donc, c'est pour cela, c'est très important que dans les réflexions, qu'on essaie de dire, OK, on va mettre en place un climat des affaires qui va permettre aussi bien d'avoir des capitaux étrangers, parce que les capitaux étrangers, on ne peut pas ne pas les avoir parce qu'il faut être sérieux, mais aussi comment faire pour développer au niveau national, disons, des entrepreneurs de haut niveau. Aujourd'hui, des entrepreneurs de haut niveau, comme on vient de le dire, c'est des gens qui arrivent à faire des produits de bonne qualité. Des produits de bonne qualité pour exporter. L'exemple du Kenya ici, voilà un pays aujourd'hui où pratiquement tous les produits fabriqués au Kenya sont certifiés. Sont certifiés par un organisme interne, pas un organisme externe, ni Veritas, ni SGS, mais c'est un organisme interne, étatique, qui certifie tous les produits. De telle sorte que le Kenyan, quand il va sur le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, est-ce que le produit qu'il achète a une marque nationale? Donc, c'est important qu'on arrive à faire ça, et pour améliorer ce climat des affaires, au lieu de dire on fait en place un climat des affaires pour appeler des investisseurs étrangers qui vont venir, après les capitaux vont à l'étranger. Donc, ça c'est très important, ce que font les États, comment améliorer, et c'est ce qu'on essaie de faire avec les différents plans aujourd'hui qui circulent un peu, le plan Sénégal émergent, le plan Gabon émergent, qui essaie de voir aujourd'hui dans quelle structure développer les pays. Mais, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais on oublie l'effet essentiel, c'est les infrastructures. Vous prenez le cas du Sénégal, nous sommes un pays qui ne produit pas de pétrole pour l'instant. Mais on est un pays exportateur de pétrole. Et pour exporter le pétrole du Sénégal, qu'est-ce qu'on fait? On le fait passer par la route. Donc, ce qui veut dire que les routes qui sont construites au Sénégal, ce sont des routes qui, 2 ans après, deviennent des routes obsolètes. Alors qu'on avait un chemin de fer qui nous permettait aujourd'hui de pouvoir alimenter tout le Mali en fait en termes de pétrole, en termes de riz ou en termes de céréales, etc. Mais on est obligé de les faire passer par la route, ce qui veut dire que pour exporter un produit du Sénégal vers le Mali, nous perdons non seulement en énergie,
mais aussi nous perdons en temps et en route et en investissement. Aujourd'hui, c'est très important qu'on puisse mettre en place un système de chemin de fer qui nous permettrait de pouvoir exporter tous les produits vers le Mali, en fait vers les pays continentaux en fait, qui sont à l'intérieur. Oui. Et autre chose, c'est très difficile qu'on en parle, mais je pense que dans nos pays, on facilite plutôt les Européens que les Africains eux-mêmes. On en est encore là? Oui, on en est encore là. Culturellement, on en est encore là. Culturellement, on est. Moi, je vous dis, Zakaria. Ce complexe de l'étranger faut se le dire, hein, on va se le parler sans embâche, qu'on a souvent décrié chez nous au Maroc, ça existe encore et ça existe encore. Ça existe encore. Vous lancez dans un appel d'offres avec un dossier pareil, un Européen, il passe facilement qu'un Africain. Et autre chose, mais si vous compétissez hors d'un pays, de votre pays, le billet d'avion de celui qui quitte l'Europe coûte moins cher que le billet d'avion de celui qui vient d'Afrique. Autre chose, l'Européen, il rentre en Afrique sans passeport. Nous, on est obligé de chercher des visas, sans visa. On est obligé de chercher des visas. Donc, entreprendre en Afrique est plus difficile qu'entreprendre ailleurs. Et les Européens, ils ont pratiquement, avec un seul passeport, sans visa, ils peuvent aller pratiquement partout. Nous, les Africains, même dans nos propres pays, on est obligé de chercher un visa. Donc, en fin de compte, ce climat des affaires, c'est pour les Européens, pas pour les Africains. Et c'est important qu'on puisse en travailler. Alioune Gueye. non, mais ça, c'est un point qu'on a déjà évoqué sur ce plateau. C'est vrai que lorsqu'on a tout le temps tendance à parler de la coopération nord-sud, mais c'est vrai que sud-nord, on voit bien par la mobilité des affaires, rien que par ce point qu'on évoque très peu finalement, hein, qui est souvent mis sous silence, ou voilà, tout simplement pour que des hommes, beaucoup de discours, très peu d'action, pour que des hommes d'affaires, ou pas seulement des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires ont souvent des facilités pour avoir des visas, mais par contre, les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore assez, ont du mal à aller se déplacer. Ça, c'est un point aussi. Non, je pense qu'il y a des facteurs objectifs. Hein, je pense qu'ils sont tangibles, qu'on observe au quotidien. Mais je pense quand même que les choses changent et je crois qu'on doit accepter l'idée que nous sommes responsables de l'image que nous donnons nous-mêmes. Parce que certains des comportements viennent aussi de ce que, quand on n'est pas respectueux du temps, on n'est pas toujours sérieux, on n'a pas toujours la dimension des normes, des certifications. Donc c'est pour dire que je pense qu'on doit déjà adopter les bonnes pratiques. En qualité, je parle devant un spécialiste, un produit qui n'est pas de qualité, c'est un déchet. Ça s'appelle un déchet, et on le jette. Donc, il faut qu'on aille sur les normes et les best practices. Je crois que c'est un premier point. Le deuxième point, je pense que on a dans d'autres activités, je regarde quand on entreprend ou on réalise des choses en Asie du Sud-Est, mais du fait que nous prenons l'initiative, les vis-à-vis vous regardent différemment. Parce qu'il y a quand même des impondérables, je dirais, pour avoir des vis-à-vis de qualité. Et par ailleurs, nous avons fait les meilleures universités, je dirais, du monde. Donc il n'y a aucun complexe. Et je reviens encore à cette idée de la masse critique. Parce que, je compte à beaucoup d'entrepreneurs africains, nous nous faisons confiance, nous réalisons des choses ensemble. Ce sont des Africains qui sont en train de faire Hub Africa et qui en fait une vitrine. Il n'y a pas longtemps, Singapour, qui observe ce que nous faisons, dit nous, ça nous intéresse. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut être utile et on peut challenger, je dirais, vos start-upers, vos entrepreneurs avec les nôtres. Allez, les 3 meilleurs lauréats que vous allez avoir à l'occasion des pitchs, eh bien nous les invitons à Singapour pour justement partager avec d'autres. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut que nous fassions d'abord l'effort. Alors c'est vrai, il y a toujours, je suis tout à fait conscient de ce qu'il y ait ce regard, mais si on ne fait ça, on n'avance plus. Donc je crois qu'on est obligé de forcer le pas. Bon, c'est plus difficile, c'est vrai, mais on est plus aguerri. Et les choses, après, paraissent plus simples. Donc, c'est toujours le premier bout de chemin que l'on fait. Et puis après, vous créez la confiance, vous êtes crédible, et puis les gens vous font confiance, et voilà, on arrive à développer une masse critique. Alors, Zakaria, vous avez dit tout à l'heure, on parlait d'intermédiation, de bouchkara, des activités... Anti-entrepreneurs.
Oui, non mais bon, alors aujourd'hui, on est avec les nouvelles technologies dans une autre dimension, dans d'autres jobs, dans d'autres types d'entrepreneurs qui arrivent sur le marché. Vous le disiez tout à l'heure, des fils d'eux ou des enfants d'entrepreneurs ne veulent plus reprendre les industries parce que les marges, on les connaît, alors qu'on peut gagner beaucoup plus en faisant finalement de l'intermédiation. Là, cette mentalité-là, aujourd'hui, est-ce qu'il faut l'insuffler au niveau de l'Afrique? Je prends juste un exemple en termes de valorisation, de création de valeur ajoutée. Moi, quand j'ai appris qu'on exportait nos fraises, je parle du Maroc, en Chine, qui étaient lyophilisées pour être envoyées aux États-Unis, pour être utilisées dans la pâtisserie industrielle, j'ai sauté au plafond en me disant, mais est-ce qu'on n'est pas capable de finalement transformer? Est-ce que c'est la même problématique qu'il y a en Afrique, de finalement que vendre des matières premières sans les transformer? On a fait beaucoup de progrès, mais est-ce qu'on est encore loin de cette de création de valeur qu'on peut attendre des entrepreneurs africains? Je pense qu'il y a, vous l'avez dit, il y a une partie du chemin qui est en train d'être fait, mais peut-être qu'il faut accélérer la cadence, il faut le faire savoir. Regardez aujourd'hui, quand on vendait du phosphate et quand on vend aujourd'hui des produits, entre guillemets, transformés, on est passé déjà, on a joué sur le prix, donc il a été multiplié par 5 voire 10, je pense, à un instant. Et puis maintenant, on ne vend plus du phosphate. On est parti pour devenir le numéro 1 mondial dans les fertilisants. Donc on a compris. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est le faire aussi pour les produits de la mer, c'est les faire pour les produits du terroir. Tout à l'heure, on a parlé qu'en Afrique, un Européen avait plus de facilité et de légitimité. Moi, je le vois aujourd'hui quand je voyage dans mon continent. Le fait d'être marocain, on a une cote d'amour et un avantage incroyable. On a la possibilité d'aller sans visa, contrairement aux Français, dans des pays comme le Gabon, on a vu des Français refoulés. Donc c'est rare, donc c'est très comique. Donc il y a effectivement... l'histoire ne se répète pas toujours de la même manière. Je crois que le vrai challenge pour un pays qui veut comme je dis, que le Made in Africa passe par le Made in Morocco, c'est de l'humilité, beaucoup de travail. Et qu'on ne fasse pas les erreurs de ceux qui sont passés avant nous, d'avoir la grosse tête. Puisque très souvent, dès que vous êtes devant les autres, vous pensez que c'est shérif et pas de cliff. C'est d'abord une responsabilité de dire si je veux être la locomotive, si nous on veut être un hub, il va falloir effectivement avoir la légitimité. La légitimité, c'est du travail, c'est du sérieux, c'est donner envie. Donc quand vous dites qu'est-ce qu'on a apporté, donc vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui vous disent grâce à Hub Africa, j'ai découvert que je pouvais sortir de mon petit trou et de faire autre chose. J'ai rencontré mon associé, j'ai rencontré mes partenaires. Parce que très souvent les gens, c'est un peu comme les jeunes quand ils vous disent entre plus sa moitié parce que tout va en vrille. Oui, si vous restez chez vous à la maison en train de jouer à la Game Boy, vous n'allez pas trouver votre moitié. C'est un peu la même chose. C'est vieux la Game Boy. Oui, mais je voulais au Serious Game, donc je voulais. Donc voilà l'Xbox. Donc lui, il a un gamin qui donc moi, c'est les jeunes dirigeants et les vieux routiers. Mais c'est vrai, donc c'est pour dire qu'on ne peut pas, si on veut que nos entreprises soient plutôt ouverts un peu sur ce qu'ils voient aujourd'hui, il faut qu'ils aillent dans des environnements, dans des endroits comme Hub Africa, qui est vraiment une plateforme qui s'ouvre. On a la chance aujourd'hui, on va être invité dans les 10 ans d'une grande manifestation Euromed pour venir parler d'expérience du Maroc comme étant un hub africain. Donc, de plus en plus, ceux qui disaient ouais le Maroc machin, nous regardent avec un regard qui était souvent condescendant. Maintenant, ils disent attention, c'est des gens sérieux, c'est un vrai partenaire. Et c'est ça qui fait que quand vous avez constitué un peu le premier jalon, vous pouvez après passer à une deuxième étape, et je pense que c'est la deuxième étape la plus difficile, parce que l'effort, entre guillemets, entre ce que vous faites comme effort et ce que vous avez, n'aura pas le même impact visible. Donc il va falloir accepter de continuer à travailler pour les générations futures. On parle de la COP22, donc nous on a mis sous l'égide de la COP22 donc notre événement, parce qu'on considère qu'il faut arrêter de penser que l'environnement, c'est une contrainte. L'environnement, aujourd'hui, vous l'avez dit, quand on prend le digital, beaucoup de choses, c'est une opportunité. Donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, quand on l'a fait avec le solaire, on veut être le numéro 1. Donc dès que vous êtes sur la map aujourd'hui dans le monde, le TGV, même si certains disent est-ce que c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais on le voit. Améliorer les transports en commun, c'est une manière d'avoir un impact favorable sur l'environnement et derrière permettre à un pays comme le Maroc d'être visible sur la map monde, parce que les gens aujourd'hui, quand ils réfléchissent d'aller sur le Casablanca comme étant un hub financier, c'est qu'ils savent qu'à travers Casablanca, ils rayonnent sur la planète. Donc c'est ça un peu notre vocation, c'est de dire il se passe des choses sur le continent et que nous pouvons modestement considérer
qu'on est légitime de le faire parce qu'effectivement, on va, par la démonstration, faire intervenir des talents, des gens relativement peu connus, mais qui vont démontrer que c'est le voisin qu'on a vu hier dans la rue qui, aujourd'hui, a créé sa boîte et réussi. Et je crois que c'est ça la force des PME, c'est qu'on a 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché, on pense qu'on peut absorber à peu près 90 000. Donc, si on ne donne pas envie, que ce ne soit pas par défaut, parce que le problème du par défaut, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je dis toujours, il y a des projets comme Mokhawati qui n'ont pas marché, puisqu'on a pris le dernier de la classe et on lui a donné beaucoup d'argent, en disant que, et en plus, on leur dit, si vous voulez entreprendre, n'allez pas, moi je dis toujours, quand vous avez un enfant, si je veux lui apprendre à nager, je le mets dans le bassin où il a pied. Nous, on a pris des jeunes entrepreneurs, on les a jetés en pleine mer. Après, on dit, il n'y a personne qui ressort. Donc il y a un vrai souci. Alors justement, création, ça rime avec innovation. Hein, souvent, c'est un terme qui m'est cher parce que toute la démarche d'oser, de créer, ça demande de l'innovation. Mais l'innovation, ça demande aussi de la matière grise, c'est-à-dire innover. Et là, ça pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays africains, est-ce qu'on a pris la mesure de l'éducation, de la formation, pour permettre justement, de créer cette... parce que c'est bien de vouloir innover, de vouloir créer, mais il faut avoir les compétences aussi pour le faire. Avoir une idée, c'est bien, mais après, il faut la faire germer, il faut planter la graine et puis l'arroser au fur et à mesure. C'est vrai qu'un peu partout sur le continent, on a massifié l'accès à l'enseignement, mais ça n'est pas forcément allé de pair avec de la qualité. Donc là, il y a déjà un premier problème. Le deuxième élément, je pense qu'il faut vraiment considérer la diaspora du fait qu'elle fonctionne, elle est bivoltée. J'allais dire, elle fonctionne sur deux voltages différents et de la dimension exposure qui, parfois, on a des têtes brillantes au MIT, à la NASA ou dans des centres de recherche réputés et ils ont forcément envie de faire quelque chose pour leur pays. Donc je pense qu'on doit gérer leur retour ou leur contribution, parce qu'ils sont parfois plus utiles en restant de l'autre côté, mais je pense qu'ils peuvent réaliser des choses sur le continent. Pas suffisamment, je pense, parce qu'il faut des dispositifs pour pouvoir les accueillir, leur donner envie de partager et de rendre ce qu'ils ont reçu aussi de leur don. Troisième point, je pense qu'également, il nous faut encore susciter les vocations scientifiques. Moi, je suis ébahi quand je vois les orientations et les filières à l'université. J'aime beaucoup la sociologie, l'anthropologie, etc. Mais là, on parle de sciences et on voit la désertification des filières mathématiques, etc. Donc, tout le monde veut faire des ressources humaines, tout le monde veut faire de la finance. Voilà. Donc, et forcément, on réduit le spectre parce qu'il faut aussi une masse critique de gens qui aient fait leurs humanités scientifiques pour avoir un Einstein parmi eux. Et là, je pense que nous avons des efforts à l'école déjà à entreprendre et ça demande 25 ans de construire une génération. Oui, je partage parfaitement ce qu'Alun dit. Hein. D'ailleurs, c'est pour cela des associations comme le CJD dans nos pays africains, on essaie de se battre pour essayer de changer un peu, disons, la façon dont on forme les jeunes. Aujourd'hui, si vous allez dans les écoles, c'est quoi? C'est des formations de droit, de ressources humaines, etc. Et moi, je suis tout le temps étonné qu'il n'y ait pas assez de scientifiques. Vous parlez de transformation tout à l'heure. Pour qu'on ait une transformation, il faut gérer un procédé. Et pour gérer un procédé, il faut être ingénieur. Parce que si on fait ressources humaines, on ne peut pas conduire un procédé du début à la fin. On ne peut pas être un ingénieur agronome pour faire de l'agriculture. Donc pour ça, il faut faire des calculs. Il faut faire des calculs en prenant en compte l'environnement. Quelle est l'humidité qu'il y a? Quel est le taux d'humidité au niveau du sol? Et tout ça, c'est des calculs. Donc, si aujourd'hui on pense plutôt à former le maximum pour les mettre sur le marché sans pour autant réfléchir ce dont on a besoin, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, on forme plus des gens pour les sortir que par rapport aux besoins du continent et aux besoins des entreprises. Et ça, c'est important. C'est pour cela qu'il faudrait revoir un peu l'adéquation de cette formation, éducation, emploi. Et au CJD, on essaie de travailler, d'aller dans les universités pour essayer de montrer aux décideurs des universités quels sont les besoins des entreprises et sur quoi il faut se focaliser dans les générations à venir, parce que c'est très important. C'est ça qui va nous amener. C'est une espèce de paradoxe, enfin je vous pose la question. Aujourd'hui, on peut comprendre que enfin ça peut être une analyse comme une autre, que les filières scientifiques soient désertées, comme ce que vous avez dit, parce qu'on a quand même une technologie aujourd'hui qui est aboutie et où beaucoup de gens sont utilisateurs. Mais en même temps, on dit il faut que les nouvelles technologies soient un vecteur de croissance aussi pour les entreprises africaines. Oui, en fait,
c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens pensent que tout a été créé. Oui, beaucoup de choses ont été créées, mais il faut innover. Et c'est par cette innovation que le monde, parce qu'en fait c'est le cas de la roue de Débit, il faut planifier, mettre en œuvre et puis il faut améliorer. Donc pour qu'il y ait une amélioration continue, il faut qu'on arrive à innover. Et tant qu'on n'a pas aussi de scientifiques qui arrivent à voir aujourd'hui par rapport au procédé, attention, il y a à tel niveau je dois y arriver parce qu'aujourd'hui on parle d'efficacité énergétique. Pour qu'il y ait efficacité énergétique, il faut innover, il faut comprendre le fonctionnement par exemple du procédé ou comprendre le fonctionnement de l'équipement en tant que tel pour dire si j'agis à tel niveau, je peux réduire la consommation électrique. Et pourquoi réduire la consommation électrique? C'est arriver aujourd'hui à diminuer l'utilisation de l'énergie fossile et aussi voir quelles sont les possibilités d'utiliser l'énergie renouvelable. Et pour ça, on est obligé d'y aller. Donc la science, quel que soit ce qui a été créé, elle est toujours valable. Elle peut être toujours utile. Zakaria. Non, mais c'est clair que... Moi, je pense que le vrai challenge, pour revenir, parce qu'on parle toujours sur le continent, les entrepreneurs, qu'il y a des antagonismes, le plus important, c'est rappeler que, j'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneur démarre à l'école, donc il y a un vrai sujet, et que souvent, les vrais entrepreneurs sont très pragmatiques. Donc il n'y a pas besoin d'être innovant dans le sens technologique, mais c'est des gens qui voient des opportunités là où il y a des risques. C'est un peu le commercial qui va dans le pays où les gens sont pieds nus, il dit il n'y a rien à faire, l'autre il dit il y a tout à faire. Donc ils voient la même chose mais n'ont pas la même lecture. Et je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est permettre aux gens de se dire je peux me planter, c'est pas grave, c'est une école, donc l'échec est une école. Apprendre de mes expériences. C'est toute une mentalité là. Tout à fait. Donc parce que ça, chez nous, on n'est pas dans le modèle anglo-saxon où je prends l'exemple des États-Unis où quelqu'un qui peut faire faillite, il sera pas mal vu s'il remonte une entreprise un an après. C'est pas le cas dans nos pays. Mais je pense que ce qui est important, c'est que parce que très souvent ceux qui ont réussi, souvent ont caché. C'est comme les gens qui sont dans leur CV, qui sautent des lignes. Oui. Très souvent, on dit que les meilleurs entrepreneurs sont plantés au moins 3 ou 4 fois. Donc, au moins, oui. Un entrepreneur qui a réussi, à un moment donné, peut être les premiers à dire attendez les gars, voilà ce que j'ai fait, voilà, et je me suis planté, j'ai fait ceci, et ce n'est que la 3e ou 4e que j'ai réussi. Et ça permettra à des gens de se libérer. Parce que quand vous êtes passé de l'autre côté du gué, parfois c'est plus facile de dire attendez, je ne vous l'avais pas dit, mais je peux vous le dire. Et peut-être ça peut libérer. Et puis maintenant, je pense qu'on a des jeunes qui sont beaucoup plus, je dirais, auront moins de calculs ou de questionnement par rapport à ce type d'analyse. Maintenant, ce qu'il faut, c'est leur démontrer que c'est pas honteux et qu'au contraire, ça leur permet de grandir. Et donc, oui, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, quand ils se plantent, continuent, réussissent, mais on ne leur donne pas une tribune parce que personne n'a envie d'en parler. Maintenant, il faut que les médias pensent qu'effectivement, tomber et repartir, c'est peut-être plus sympa que de... Alors, en parlant des médias, je me plais à chaque fois de poser des questions de ce type parce que ça nous permet de nous remettre en question, mais aussi par rapport aux médias étrangers. On a l'impression que lorsqu'on monte l'Afrique dans les médias, on parle tout le temps de guerre, de corruption, de problèmes climatiques, etc. Et que de temps en temps, voilà, c'est un peu exotique quand on montre quelqu'un qui a réussi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça manque là, justement, la perception des médias par rapport au fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent bien. On a des pays aussi comme le Rwanda qui se sont relevés d'une manière absolument incroyable avec ce qu'ils ont vécu. On peut parler avec ce que vous avez dit sur l'Éthiopie en quelques minutes. Je suis sûr que beaucoup de gens le découvrent aujourd'hui. Le Kenya, qui est numéro 1 mondial sur les parties mobile paiement. Oui, et le Google et des groupes comme Google envoient leurs collaborateurs observer et ramener les bonnes pratiques. Donc oui, on est devenu numéro 1 mondial sur certains segments, mais on ne le fait pas suffisamment savoir et on a l'impression que tout se passe ailleurs. Donc vous savez, quand on dit, je rappelle, quand on faisait des expériences, on disait mais ça s'est passé où? J'ai dit non, on va être les premiers à le faire. Donc il ne faut pas avoir peur de dire je vais être le premier à le faire. Et maintenant, on a démontré qu'on peut le faire. Mais je pense que déjà, on assiste quand même à un nouvel ordre de l'information. Le fait qu'il y ait plus de chaînes de télévision africaines qui parlent de ces expériences-là
je pense, donne déjà un effet un peu plus réel de ce qui se passe. Parce qu'effectivement, une chaîne étrangère qui vient faire un reportage un peu à la va-vite, forcément, elle a besoin d'avoir des glances à des moments donnés. Alors que ces entreprises, c'est des entrepreneurs aussi, qui sont dans leur environnement, qui côtoient ces entrepreneurs de terrain, je pense, sont plus à même de donner une image plus réaliste, un peu je dirais, des entrepreneurs, de la communauté des entrepreneurs dans leur environnement. Donc je crois qu'il y a déjà cet élément qui change. Et puis le deuxième point, c'est que malgré tout, quand même, il y a quand même des données où on sent que le continent est celui qui est aujourd'hui le continent africain, est celui qui s'inscrit sur un trend haussier en matière de croissance économique. Et forcément, comme le miel, eh bien, cela attire des investisseurs d'un peu partout. Donc quand les gens je dirais, vous avez des anecdotes de certains investisseurs qui, n'ayant jamais été en Afrique, venaient avec des boîtes de conserve, faisaient 50 vaccins et puis se rendent compte qu'il y a aussi des 5 étoiles, qu'il y a de l'eau courante, que le téléphone marche bien. Voilà, donc je crois qu'il faut oser. Vous l'avez dit, il faut commencer par cela, de manière très concrète et pratique. Je crois que la multiplication des médias y est pour beaucoup africains, parce qu'elles sont responsables de l'image qu'elles donnent de leurs propres entrepreneurs et de leur pays. Et je pense que du coup, on a un meilleur équilibre. Oui, moi je pense, en fait c'est ça effectivement. Aujourd'hui, si on veut vendre quelque chose, il faut connaître la chose. Et un média européen qui vient pour pouvoir vendre l'Afrique, ils ne connaissent pas réellement les réalités. Et Zakaria l'a dit tout à l'heure, il y a un commercial envoyé en Afrique qui vient dans un pays, personne ne porte des chaussures et qu'est-ce qu'il va dire à son supérieur? Donc c'est pas la peine, dans ce pays, on est mal barré. C'est parce qu'il ne comprend pas les problématiques. Donc aujourd'hui, il faut que les médias africains continuent à se battre pour se positionner, pour ne pas être aussi des médias avec un faible audimat, que vous commencez aujourd'hui à faire des médias de l'ordre de CNN, de France 24, etc., pour pouvoir vendre l'Afrique. Si nous, entrepreneurs, on veut conquérir le monde, c'est par les médias qu'on va le faire. Mais est-ce qu'il faut d'abord vendre l'Afrique à l'Afrique? Oui, il faut vendre l'Afrique. Ce qui est clair, il faut vendre l'Afrique à l'Afrique. Moi, je suis un afro-optimiste. Pourquoi? Parce que je dis c'est à nous de créer cette Afrique. C'est à nous jeunes de créer cette Afrique et il faut qu'on puisse connaître ce qu'on fait. Malheureusement, on connaît très mal ce qu'on fait. On a plus tendance à voir ce qui se fait à l'extérieur, etc. Et on ne connaît pas. Souvent, vous allez dans certains pays, vous racontez, vous dites il y a ça qui existe dans tel ou tel pays, les gens sont étonnés. Moi, je vais dans certains pays, je dis, il y a des Africains qui transforment, par exemple, le beurre de karité en produits, en lait de beauté, etc. Ils sont étonnés. Ils pensent que c'est des produits qui vont à l'extérieur et qui reviennent en Afrique. Donc, et souvent, dès que le produit est fabriqué au Sénégal, s'ils le savent, par exemple, dès l'instant, ils ont du mal à l'utiliser. Mais ils l'utilisent, après tu leur dis, non, c'est une fabrication locale. Ils se disent, ah, je croyais que c'est une fabrication étrangère. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse croire en nous-mêmes. Et oser, c'est d'abord croire en nous-mêmes. C'est pour cela, l'année dernière, et d'ailleurs c'est le cas du Hub Africa, quand les jeunes caravaniers de la saga africaine sont retournés au Sénégal, ils ont lancé un label qu'ils ont appelé le label Made in Sénégal. C'est-à-dire faire la promotion des produits fabriqués au Sénégal et aller vendre ces produits. Faire comprendre aux gens, oui, ce sont des produits qui ont été fabriqués dans notre pays, mais ce sont des produits de bonne qualité. Et mettre en place le standard dont on parle, des standards de qualité, en disant aussi, tous les produits qui rendent ça doivent répondre à certains critères qualité pour la satisfaction du client, mais au-delà de ces critères qualité, ce sont des produits qui doivent répondre à certains critères environnementaux. Pourquoi? Parce que c'est important. On a tendance à fabriquer pour juste, on pense qu'un entrepreneur, il doit juste avoir de l'argent. Non, l'entrepreneur, il doit penser aussi à l'environnement et aussi penser à son territoire. Qu'est-ce que j'apporte à mon territoire? Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Hub Africa, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, non seulement nous travaillons pour mettre en place cette plateforme, mais aussi on essaie d'éduquer des jeunes qui sont dans des écoles, des jeunes entrepreneurs, des start-up, à leur montrer comment grandir et comment créer des entreprises durables. Et c'est ça dont on attend des entrepreneurs africains aussi. Alors, Zakaria FM, il nous reste quelques minutes, juste pour, voilà, je reste sur cette note optimiste, hein, vous êtes afro-optimiste. Vous l'êtes aussi, Zakaria FM? Sinon, il faut... Sinon, on arrête, c'est ça? Effectivement, donc là, moi, je pense qu'effectivement, il faut être un optimisme responsable, donc se donner les moyens, comme ce colibri qui dit « moi, je fais ma part », donc
Hub Africa, donc modestement, nous nous inscrivons dans cette volonté d'assumer notre africanité, de considérer que nous pouvons faire des choses. Moi, j'ai la chance en tant qu'expert comptable aussi d'accompagner donc des entreprises qui vendent donc dans le sous-continent. Et quand on regarde ceux qui réussissent, c'est ceux qui se disent yes we can, c'est-à-dire que et on a semé tellement de bonnes graines qu'on a la responsabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, de transformer. Et nous voulons donner envie à tous les jeunes et moins jeunes qui entreprennent. Quand ils viennent à Hub Africa, c'est un bol d'air, mais c'est aussi parce qu'un patron de PME reste pragmatique, faire du business et aussi avoir des outils qu'on peut utiliser le lendemain dans son entreprise. Donc il faut effectivement continuer à interpeller le politique. Je l'ai dit tout à l'heure, on a poussé sur l'auto-entrepreneur, avec un groupe de travail qui a apporté le crowdfunding, on a apporté notre contribution. Et je pense que c'est ensemble, comme dit le proverbe africain, si tu veux aller vite, vas-y seul. Si on veut aller loin, il faut aller ensemble. Et donc nous voulons ensemble faire de l'Afrique un continent dans lequel on serait fiers de travailler, de grandir et de voir nos enfants revenir. Est-ce qu'on peut dire de l'Afrique aujourd'hui ce qu'on disait de la Chine hier, quand la Chine se réveillera, le monde tremblera? Je pense qu'on est en train de se réveiller. Et puis, oui. Effectivement, cette phrase célèbre de Laffitte commence à venir parce que moi, je l'entends chaque fois que je suis à l'international. Avant, on disait « ouais, c'est le Marocain ». Maintenant, on vous écoute. Et je pense que les pionniers qui sont passés avant nous ont fait une part du travail. Maintenant, il faut que derrière, on ait vraiment cette pléiade de PME qui sont importantes. Sinon, vous allez avoir un îlot de gens qui réussissent et puis tout autour, donc un vide. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, Hub Africa, les 7 et 8 avril, pour toutes les PME. Voilà, le rendez-vous est donné. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV. Salutations à tous nos frères africains. Bien sûr, la rediffusion à 22h40. Excellente soirée. À demain.